Étudier les institutions dans le cadre d'une société donnée n'est jamais la partie la plus drôle, la plus comique, parce que les institutions sont une matière relativement austère et assez systématique. On ne touche pas à la vie quotidienne des gens, et pourtant les institutions formalisent un certain nombre de rapports politiques qui sont évidemment liés à l'organisation sociale. Ça va de soi. Et en cela, les institutions sont symptomatiques de rapports de force à l'intérieur même de sociétés. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, il vaut la peine d'étudier les institutions. Mais les institutions que je me propose d'étudier avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas n'importe quelles institutions, ce sont les institutions romaines. Et nous sommes directement issus de ces institutions. Quand je dis directement, j'exagère un petit peu, je dirais indirectement. Parce que les institutions romaines ont servi de modèle au moment de la Révolution française, lorsqu'il s'est agi de se positionner pour ou contre certaines institutions. Vous savez aussi, et ça, il s'agit d'une période qui est postérieure, que le droit romain est à la base de notre propre droit. Il y a toujours, d'ailleurs, à ma connaissance, dans les universités belges, un cours de droit romain, en première année. Ce qui signifie bien que l'héritage de Rome est, dans les facultés de droit, toujours pris en considération. Montesquieu, lorsqu'il publie en 1748 l'Esprit des lois, français, évoque très largement les institutions romaines pour expliquer que la République romaine était arrivée à un compromis entre ces trois grands régimes traditionnels qu'étaient la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Je reprends les trois termes. La monarchie, c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul individu qui commande, qui dirige. L'oligarchie, c'est lorsque un nombre restreint d'individus commande, gouverne. Et enfin, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple, non seulement a le droit de s'exprimer, mais participe en tant que tel au pouvoir. Il n'est pas là donc en tant que spectateur. L'ensemble du peuple est donc acteur. Et Montesquieu montrait quels étaient les avantages de ce système. Montesquieu, d'ailleurs, dans son livre, compare les différents systèmes politiques qui existaient dans l'Antiquité et même au-delà. Nous allons donc aborder ensemble maintenant les institutions politiques à Rome, ou les institutions tout court d'ailleurs à Rome, pendant l'époque républicaine. Vous savez que les 2 premiers siècles et demi de l'histoire de Rome, entre 753, date légendaire de fondation de Rome, et 509, le régime en place est un système monarchique.
le système de la royauté. Succède à la royauté le régime républicain, celui que nous allons étudier maintenant, qui s'étend de 509 avant notre ère jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, moment où Octave, qui a battu Marc-Antoine, va installer un régime, qui est le régime impérial, qui sous sa première forme, pendant les 2 premiers siècles de notre ère, a donc le visage du principat. Nous allons étudier ça donc au prochain cours. C'est l'objet de la prochaine leçon. Et puis enfin, vous avez le caractère monarchique qui réapparaît en tant que tel, mais alors de manière beaucoup plus forte, du 3e au 5e siècle de notre ère. C'est ce que l'on appelle habituellement le dominat, c'est-à-dire une époque où l'empereur est un dominus, où il est le maître de son empire. Aujourd'hui, donc, je n'aborderai que les institutions de cette période qui se trouve entre la royauté et l'Empire, c'est-à-dire la période républicaine qui s'étend sur 5 siècles. Je rappelle, de la fin du 6e siècle avant notre ère jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les institutions qui seront traitées ici peuvent être catégorisées en 3 groupes. Il y a tout d'abord le Sénat, il y a ensuite les assemblées populaires, et il y a enfin, comme dernier type d'institution, les magistratures. Je vais commencer ici par le Sénat, qui est une institution très ancienne, et parce que le Sénat, c'est en fait le vrai chef de l'État. En tout cas, jusqu'au 1er siècle avant notre ère, où là, des régimes personnels vont se mettre en place à l'époque des triumvirats, et avant donc l'époque impériale et le principat d'Auguste. Le Sénat, c'est le chef de l'État. Autrement dit, le chef de l'État, c'est un collectif, c'est un collège de plusieurs centaines de membres. Quelles sont les origines du Sénat romain? On peut les retrouver dans l'étymologie même du mot Sénat. Dans le mot Sénat, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, on trouve le mot senex, S-E-N-E-X, qui, en latin, signifie vieux. Donc littéralement, le Sénat, c'est le conseil des anciens, ce qu'il était à l'origine. Autrement dit, c'est un conseil de sages à l'origine. Mais entendons-nous bien, derrière cette notion de sage, en fait, se dissimule une notion prosaïque qui est en fait le conseil des puissants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. À Sparte, il y avait aussi un conseil des anciens que l'on appelle la Gérousia ou Gérousia, puisque Sparte était un système que l'on peut qualifier, en tout cas d'une certaine manière, ce n'est pas tout à fait vrai, mais de gérontocratie, c'est-à-dire un système où ce sont les vieux qui dirigent. Vous savez que dans nos sociétés, les vieux ont une double casquette, si je puis dire. Quand on avance en âge, comme on acquiert de l'expérience, mais aussi de la puissance, parce qu'on a pu créer, le cas échéant, des réseaux d'influence, des clientèles, on a plus de pouvoir.
Mais être vieux, si vous n'appartenez pas à la classe dirigeante, c'est un inconvénient. Parce que si vous êtes un travailleur, les vieux, ce sont les premiers qu'on dégage. Parce que quand vous êtes plus âgé, vous êtes réputé travailler plus lentement, moins bien, et surtout vous coûtez plus cher. Parce qu'il y a des barèmes qui sont fixés par la loi. Donc, quand vous êtes dans une entreprise privée, être plus vieux n'est pas obligatoirement un plus. Parce que souvent, quand on est vieux, ce sont les premiers qui vont être dégagés lorsqu'il y aura des licenciements. Parce qu'on coûte plus cher. Parce que c'est vrai, ça dépend de la nature de votre travail, mais si vous avez un travail de nature manuelle, c'est vrai qu'à 60 ans, vous êtes sans doute moins productif, même vous avez peut-être plus d'expérience. Ça c'est sûr, mais en termes de rentabilité sur le plan physique, vous commencez à devenir un petit peu limite. On peut comprendre, par exemple, dans le domaine de la construction, entre autres choses. Donc, pour revenir au Sénat, le Sénat, à l'origine, c'est le Conseil des Anciens. À l'origine, à l'époque de la royauté, les sénateurs, ce sont ceux qui appartiennent à l'entourage du roi, qui représentent les vieilles familles de patriciens et qui défendent par conséquent les intérêts de leur groupe social, de leur classe sociale. Les sénateurs n'ont jamais été très nombreux. Je vais vous dire qu'au 1er siècle avant notre ère, ils étaient simultanément 300 et Auguste a décidé, nous le verrons vendredi prochain, de doubler ce nombre et donc de le faire passer à 600. Théoriquement, tout citoyen romain a le droit de devenir sénateur. Mais il y a même une loi qui a entériné ce principe. C'est la Lex Ovinia, ça se trouve ici, la Lex Ovinia qui date des années 318-312 avant notre ère. Donc vous voyez, c'est une loi très ancienne. Mais dans les faits, les sénateurs sont inscrits dans un album sénatorial, c'est-à-dire une liste qui reprend les sénateurs. Ils sont choisis en fait par des magistrats que l'on appelle des censeurs, qui les choisissent toujours en fait parmi ceux qui ont la fortune la plus importante. Et donc une des conditions de fait, je ne parle pas de droit en théorie, mais de fait, pour être sénateur, est de disposer d'une fortune de 400 000 sesterces. 400 000 sesterces. Donc ça veut dire que c'est une fortune considérable. Autrement dit, seuls les plus riches peuvent siéger au Sénat. C'est ce qu'il faut retenir. Et n'oubliez pas que le rôle du Sénat, c'est un rôle très très important, puisque c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État romain. Or là, ce sont très clairement les riches qui décident, qui se retrouvent entre eux, et qui vont donc prendre un certain nombre de décisions dans les matières qui vont être définies dans quelques minutes, et qui vont donner lieu à des lois, ce que l'on appelle des senatus consultus. En outre, pour pouvoir être sénateur, il faut posséder son domicile à Rome. Mais ça, ce n'est pas la condition la plus dure à, comment dirais-je, à exercer. Évidemment, c'est l'aspect fortune qui est le problème majeur. Quelles sont les compétences des sénateurs, les compétences du Sénat? Ces compétences sont de trois ordres. Il y a tout d'abord des compétences religieuses, il y a ensuite des compétences financières, il y a ensuite
et pour terminer, des compétences militaires et diplomatiques. Je commence donc par les compétences religieuses. Je vous ai dit, lors de mon cours de vendredi passé, qui était consacré à la religion romaine, que les Romains étaient un peuple très traditionnaliste, qui accordait beaucoup d'importance aux rites, peuple superstitieux également. Ce qui définissait la religion, ce n'était pas les croyances, c'était les gestes que l'on posait pour s'attirer la faveur des dieux. Gestes obligatoires. Le Sénat avait une fonction, c'est-à-dire que c'était le Sénat qui décidait si l'on allait consulter les livres oraculaires, les fameux livres sibyllins, dont il a été question la semaine passée, et l'interprétation qui allait être donnée de ces oracles sibyllins était réservée évidemment au Sénat. Donc autrement dit, la possibilité de manipulation des décisions apparaît très clairement. Mais pour autant, il ne faut pas imaginer a priori, sauf si vous êtes habité par des préjugés, que les manipulations étaient systématiques. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette compétence religieuse appartient bien aux sénateurs. Donc, tout acte politique, public, est par définition religieux. Je vous avais expliqué des choses similaires, souvenez-vous, lorsqu'on a étudié la religion civique dans le monde grec, entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, vous vous souvenez? Donc c'est une des caractéristiques des religions de l'Antiquité classique. Et pas seulement classique d'ailleurs, on pourrait le retrouver également dans d'autres civilisations. Deuxième compétence, à côté de cette compétence religieuse, sans doute ce qui constitue la compétence, alors je ne dirais pas la plus importante, parce que la dernière, celle qui concerne l'armée et la diplomatie, est une compétence évidemment tout à fait essentielle, mais je dirais qui au quotidien est tout à fait majeure, ce sont les compétences financières. C'est le Sénat qui tient les cordons de la bourse. Or, vous savez que sans argent, on ne peut rien. Ces compétences financières, elles concernent quel secteur? Eh bien, tout le domaine public. Tout le domaine public, à savoir d'abord le trésor public, c'est le Sénat qui décide de la gestion de l'administration du trésor public, c'est-à-dire des réserves, c'est-à-dire des caisses de l'État. À côté de ça, le Sénat s'occupe de l'assiette de l'impôt, c'est lui qui détermine quel va être le montant des impôts qui devront être versés par les citoyens romains, ce qu'on appelle le tributum, c'est écrit ici au tableau, tributum. Ce sont également les sénateurs réunis donc en assemblée qui décident de l'usage qui va être fait, de la mise en valeur qui va être faite du domaine public. C'est lui aussi qui va s'occuper des adjudications, c'est-à-dire des contrats publics qui sont mis aux enchères, pour la construction par exemple d'infrastructures. Donc il s'agit, le Sénat, si vous voulez, c'est une sorte, c'est une assemblée législative, oui, mais c'est aussi une assemblée, je dirais, exécutive. Il n'y a pas de distinction ici entre le législatif et l'exécutif, puisque le Sénat, ce n'est pas seulement ceux qui votent, mais ce sont ceux qui décident et qui
qui n'ont pas besoin de transmettre à des exécutants, comme chez nous, dans le cadre d'un gouvernement. Le Sénat est en même temps le ministère des Finances, si je puis dire. À l'époque, il nous intéresse en tout cas. Les choses vont évoluer évidemment sous l'Empire. À l'époque, il nous intéresse, il est en même temps le ministère des Finances. Enfin, et je l'ai annoncé tout à l'heure, le Sénat a dans ses compétences les affaires liées à la guerre et à la paix, autrement dit, des compétences militaires et diplomatiques. C'est le Sénat qui décide s'il y a lieu ou non de faire la guerre à un ennemi potentiel de Rome. C'est le Sénat qui décide également s'il y a levée des troupes. C'est le Sénat qui va décider de la menée des opérations militaires. C'est lui aussi qui va décider des trêves et de la paix. C'est lui enfin qui est responsable de la signature des traités de paix et qui en est donc le garant. Donc vous voyez qu'il a une fonction tout à fait considérable. Maintenant, quand se réunissent les sénateurs, il y a des périodes de l'année où ils ne peuvent pas se réunir. Mais à l'époque dans laquelle nous entrons, mars, avril, 15 mars au 15 avril, les sénateurs ne peuvent pas se réunir. Pour des raisons religieuses. Ils ne peuvent pas se réunir non plus lorsque d'autres assemblées dont il va être bientôt question, à savoir les comices, ces autres assemblées sont elles-mêmes en réunion. Et il y a encore un certain nombre d'autres dates qui ne permettent pas la réunion des sénateurs. Quand il y a la décision de réunir le Sénat, les sénateurs ont un ordre du jour, ils vont discuter des problèmes qui sont du ressort des sénateurs, donc de leur ressort, et, le cas échéant, ils vont prendre des décisions qui peuvent prendre la forme de loi que l'on appelle des senatus consultes. Senatus consulte. C'est un terme technique. Donc il y a senatus et puis vous mettez un petit tiret consulte. Alors comment se fait le vote? À Rome, il y a une procédure, comme d'ailleurs dans toute assemblée parlementaire encore de nos jours, une procédure très stricte. À Rome, il y a celui qui est désigné comme étant le premier des sénateurs, le princeps senatus, j'ai indiqué son nom ici, c'est le titre que va s'arroger d'ailleurs, s'arroger, il a été assez malin pour qu'on lui donne ce titre-là, à savoir Auguste. Le princeps senatus est donc le premier qui vote. Mais comme les Romains sont des gens très superstitieux, qui accordent beaucoup d'importance aux procédures et aux rites, le prince des sénateurs, puisqu'on peut le traduire littéralement comme ça, il faut entendre le mot prince, non pas comme un titre nobiliaire, mais il faut l'entendre comme dans son sens premier, qui veut dire premier. Princeps, ça veut dire le premier, d'ailleurs. Eh bien, comme les Romains sont donc très à cheval sur les gestes et sur les procédures, ils considèrent que
ce que va dire le premier qui va voter et le sens qu'il va donner à son vote auront une influence décisive sur leur propre vote. Autrement dit, le premier qui vote au Sénat a un poids en termes d'influence qui est considérable. Le vote n'était pas secret. Autrement dit, les sénateurs, au moment du vote, se rangent du côté de l'orateur dont ils ont l'intention de suivre la motion. Donc on sait tout de suite, imaginez, il y a deux motions, et bien vous vous mettez du côté de celui qui a vos faveurs. Donc ça n'a rien de secret. Nous allons passer maintenant, après avoir vu l'importance du Sénat à l'époque républicaine, je le précise, les choses vont évoluer évidemment sous l'Empire. Là, il va perdre bien sûr de son importance au profit de l'empereur lui-même. On va voir maintenant quelles étaient les autres assemblées. Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une assemblée, au fond, de notables, de riches, puisqu'il faut disposer d'au moins, pratiquement d'au moins 400 000 sesterces pour être membre du Sénat. Maintenant, à côté de ça, il y a des assemblées populaires. Alors, ces assemblées populaires ont pour nom à Rome comice, donc comitia en latin. C'est écrit ici. Et comice. Les comices, ce sont en fait des assemblées qui regroupent les citoyens romains, tous les citoyens romains. Les citoyens romains possèdent deux droits. D'une part, le droit de voter, ce que l'on appelle le ius suffragii, ça veut dire le droit de suffrage. Ça va, suffragii, c'est un génitif, c'est un complément déterminatif. Ça va? Donc le droit, ius va donner le mot juriste, par exemple, en français, et suffragium va donner le mot suffrage. Donc c'est le droit de vote, et alors le droit également d'être élu. Il faut bien distinguer les deux. Ça, c'est le ius honorum, littéralement le droit des honneurs. Le ius honorum. Il se fait qu'à Rome, tous les citoyens ne sont pas égaux. Il y a la théorie, il y a la pratique. Parce que vous savez que lorsque un groupe décide de garder le pouvoir, il va s'arranger évidemment pour mettre des bâtons dans les roues ou pour mettre un certain nombre de freins qui empêchent ceux qui ont le droit d'exercer le pouvoir, eh bien ils vont l'empêcher par des stratagèmes juridiques et politiques à ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là, de ne pas pouvoir exercer le pouvoir. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Il y a trois types, il y en a même quatre, mais le premier, je ne vais même pas en parler parce qu'il n'a pas d'importance à l'époque qui nous intéresse, il y a une existence purement symbolique. Il y a trois types de comices. Les comices curiates, les comices centuriates et enfin les comices tributes. Alors, chacune de ces assemblées qui fonctionnent parallèlement, donc vous devez imaginer que ce sont trois types de parlements, des parlements différents.
il y a des parlements qui regroupent les individus suivant certains critères et d'autres suivant d'autres critères. Ceci dit, pensez un petit peu à notre fonctionnement d'État fédéral en Belgique, vous savez que vous pouvez voter, et vous devez même, puisqu'en Belgique c'est un devoir, c'est pas un droit, à différentes élections, suivant l'endroit où vous habitez, ou suivant votre langue, ou suivant vous êtes considéré comme citoyen belge tout court. Il y a des élections fédérales en Belgique, il y a des élections régionales, voilà. Et donc, suivant que vous êtes wallon, bruxellois ou flamand, ou suivant que vous êtes considéré comme citoyen belge, eh bien, vous allez voter pour des assemblées différentes. À Rome, vous avez un système qui est le suivant. Donc, vous avez tout d'abord les comices curiates. Alors, les comices curiates ont une fonction importante, mais qui se limite pratiquement à ça, c'est de conférer l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir, aux magistrats supérieurs, c'est-à-dire aux prêteurs et aux consuls. En fait, les comices curiates vont voir leur rôle décliner avec le temps, et c'est ainsi qu'on peut considérer qu'ils vont rester en lice deux grandes assemblées, deux comices, les comices centuriates et les comices donc tributes. Je commence avec les comices centuriates. Le système romain est un système complexe, mais qui est conçu au profit de la classe des plus riches. En effet, il y a deux critères qui interviennent. Il y a un premier critère qui est celui de classe hiérarchique. Il y a 5 classes hiérarchiques qui correspondent à l'endroit, au groupe où vous allez être classé par rapport à votre fortune. Donc vous avez 5 classes hiérarchiques, mais des classes, je dis bien, qui sont liées à votre fortune. Suivant que vous avez une fortune de 100 000 as, ou suivant que vous avez une fortune de 11 000 as, eh bien, vous allez vous retrouver dans la première ou dans la cinquième des catégories. Donc, il y a des classes, donc entre 100 000 et 11 000. Il y a ensuite un deuxième critère qui est celui de l'âge. Il y a 2 catégories, suivant l'âge, pour les citoyens romains qui ont entre 18 et 46 ans, et 45 ans, c'est la classe de ce qu'on appelle alors je l'ai écrit au tableau ici, les juniores, donc les plus jeunes, idéalement, juniores. I et J, c'est la même chose en latin, les juniores. Et alors, de 46 ans jusqu'à 60 ans, parce que c'était rare de vivre au-delà de 60 ans à Rome, au-delà de entre 46 et 60 ans, vous faites partie de la catégorie des seniores. Donc vous voyez qu'à Rome, il y a 2 catégories. Il y a les jeunes et les vieux. Plus exactement, les plus jeunes et les plus vieux, puisqu'il faut traduire littéralement. Les plus jeunes et les plus vieux. Et ce sont des classes d'âge qui correspondent à votre capacité à être mobilisé pour le service militaire. Parce que vous êtes mobilisable entre 18 et 45 ans, au-delà de 45 ans, vous n'êtes plus mobilisable, parce que vous donnez plus un poids qu'autre chose. On estime que jusqu'à 45 ans, vous avez la capacité de vous battre. Au total, maintenant, quand on voit comment tout cela fonctionne, il y avait à Rome, puisqu'ici je vous parle
parle des comices centuriates. Je l'ai écrit au tableau. Il y a donc 5 classes, on a bien compris. Il y a alors 193 centuries. Alors les centuries, ce sont des unités de vote. Autrement dit, quand vous appartenez à telle ou telle centurie, vous appartenez à un groupe d'individus qui est la Xème centurie, la 28e, la 29e centurie. On pourrait, d'une manière un petit peu schématique, considérer, c'est ce qui correspond chez nous, je ne sais pas, au moment des élections, à des bureaux de vote. Ben, vous appartenez à tel ou tel bureau de vote. Ce sont des unités, donc, de vote. Le problème, c'est que la première des classes hiérarchiques, vous savez qu'il y en a 5, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de 100 000, hein, vous vous souvenez, ils disposent de 80 centuries. Donc faites le calcul. La moitié de 193, ça fait, je n'ai pas tout à fait le calcul en tête, mais enfin ça fait presque 100, un peu moins de 100. Hein, ça fait, je ne sais pas moi, 96, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu moins de 100. Mais si les riches, les plus riches, ont déjà 80 centuries, vous imaginez que ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce qu'à Rome, on vote dans l'ordre de sa classe. C'est d'abord la première classe qui vote, on totalise, puis c'est la deuxième classe qui vote, et dès lors que l'on a la majorité, et la majorité, faites le calcul, c'est donc, ça fait quoi? Ça fait 80, 92 ou quelque chose comme ça, hein, si je calcule bien, oui, 92. Hein. Donc 92, c'est donc la majorité. Mais quand vous en avez à 80, les riches, il ne manque plus que 12 centuries. Vous imaginez bien que ceux qui sont dans la deuxième classe, eh bien, dès que l'on arrive à la majorité, on arrête de voter, carrément. On ne vote plus, on n'a plus besoin de continuer à voter. On estime, voilà, on a la majorité. Dans la mesure où, évidemment, tous ceux qui appartiennent à la première classe ont voté dans le même sens. Il faut que les centuries aient voté dans le même sens. Et vous savez ce que c'est que la solidarité de classe. Là, on ne va pas commencer à voter pour des mesures qui vont dans le sens de la plèbe, hein, si vous-même, ça peut vous désavantager. Donc, c'est vraiment un système de classe. Ça veut dire que les classes supérieures monopolisent le pouvoir politique pour elles-mêmes. Et donc, plus vous descendez dans la hiérarchie sociale, plus vos revenus sont faits, plus vos fortunes sont peu importantes, et moins vous avez de choses à dire, même si vous êtes plus nombreux. Alors, à côté de cela, vous avez les comices tributes. Ce que je pouvais quand même ajouter, c'est qu'en termes de fonction, les comices centuriates ont une fonction judiciaire, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme une cour d'appel, la Cour suprême, c'est sa fonction judiciaire, et elles ont également des fonctions politiques dans la mesure où elles participent à l'élection de magistrats et qu'elles participent au vote de loi. Donc c'est aussi un pouvoir législatif. Maintenant passons aux comices tributes. Donc c'est une autre assemblée. C'est une autre assemblée. Ça veut dire qu'il y a un parlement à côté, avec les mêmes citoyens, mais qui sont répartis suivant d'autres critères. Alors là, les gens ne sont plus classés en fonction de leur fortune, comme dans les comices centuriates, ils sont classés en fonction de leur lieu de résidence, de leur domicile. Les tribus, c'est pour ça qu'on dit les comices tributes, les tribus sont en fait liés
à un territoire donné. Donc ici, le critère n'est plus financier, le critère est géographique. Donc ça veut dire que les patriciens, les plébéiens sont mélangés à l'intérieur d'un territoire donné. Donc c'est là que pourrait s'exprimer, en fait, véritablement la démocratie. Mais il y a, en 242 avant notre ère, il y a 35 tribus, dont 4 urbaines et 31 rustiques. Ça va? Alors, 4 urbaines et 31 rustiques. Donc vous voyez ici que là aussi, les tribus ne correspondent pas à la réalité du nombre d'habitants et qu'il y a, je veux dire que les chiffres là aussi vont être biaisés au moment des votes. Rustique est synonyme de tribu de la campagne. Le mot rustique, que vous connaissez sans doute lorsqu'on parle de meubles rustiques, c'est-à-dire des meubles plutôt grossiers en bois, le mot rustique vient du mot rus, R-U-S, ruris au génitif, qui veut dire en fait campagne. Qui explique qu'on utilise le mot rustre pour dire quelqu'un qui a des attitudes de paysan. Mais il y a aussi un autre mot, enfin je ne vais pas faire d'étymologie ici, c'est pas un cours de français, mais bon, c'est simplement pour vous dire qu'il y a des mots qui viennent directement du mot rousse, R-U-S. Je dis rousse, hein, parce que le U se prononce ou toujours, voilà, sinon on va dire russe, mais c'est rousse. Ça va? Alors, donc là aussi, ça va être biaisé. Donc vous voyez que c'est un système qui a été conçu par les puissants, par les riches, de telle manière qu'on fait croire aux gens qu'ils sont dans un système démocratique, alors que de fait, les institutions sont organisées de telle manière que, de fait, ce sont les riches qui décident. Donc le droit de suffrage, le droit de vote, ne peut pas être exercé réellement. On l'a vu pour les comices centuriates, puisque dès que les riches ont voté, les autres ne peuvent plus voter parce qu'on obtient, dès que les centuries de la première classe ont voté et quelques centuries de la deuxième classe ont voté, il n'y a plus besoin de voter. Donc c'est un droit de vote qui est tout à fait théorique. Alors la leçon à retenir de tout ceci, hein, c'est en fait que les institutions, vous le voyez bien, c'est un bon exemple, sont toujours là pour légitimer des rapports entre dominants et dominés, et pour faire croire qu'en termes de droits, ben, tout le monde a des droits, alors que dans le fait, ce n'est pas le cas. Vous savez très bien aussi que il suffit de voir l'évolution du droit de vote en Belgique depuis le début du XIXe siècle. Même depuis 1893. Au début, c'était un régime censitaire, donc c'était les plus riches qui pouvaient voter. Bon. Et puis on est passé au suffrage universel tempéré par le vote plural. Ça voulait dire que tous les hommes de plus de 25 ans pouvaient voter, mais ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient fait des études ou ceux qui avaient une famille nombreuse avaient droit à une ou deux voix en plus que les autres. Ouais, c'est nouveau biaisé. Il a fallu attendre 1919 en Belgique pour que le droit de vote soit universel, mais c'est ce qu'on appelle le droit de vote universel pur et simple. 1919. Oui, sauf que, vous le savez bien, il y a plusieurs femmes ici. Il faut attendre 1948 pour que les femmes peuvent voter, donc c'était pas universel, hein. C'était pas universel, c'était seulement les hommes qui pouvaient voter. Et puis après les femmes, il y a eu d'autres combats. On a décidé à un moment donné que il fallait peut-être réduire l'âge auquel on pouvait voter. On est passé de 21 à 18 ans. Et puis, il y a un problème fondamental qui est le vote des étrangers. Ah, les étrangers
étrangers ne sont pas citoyens ressortissants de notre pays. Oui, mais à partir du moment où ils résident depuis un certain temps, qu'ils payent leurs impôts, qu'ils participent à la prospérité du pays. Bon, alors du coup, il y a un problème, parce qu'ils payent leurs impôts et tout. Alors on va dire à un moment donné, oui, mais il y a ceux qui sont là, mais qui ne participent pas à la richesse du pays, et qui sont au contraire des parasites. C'est pas moi qui dis ça, vous avez bien compris, hein, mais c'est un discours qu'on entend souvent quand même. Il y a ceux qui n'apportent rien. J'ai déjà entendu des choses invraisemblables, même parmi des gens qui ont fait des études, vous savez, des gens qui sont ignorants. J'ai entendu un jour quelqu'un qui sortait une phrase du type devant moi, un professeur de géographie, mais pas de cette école, vous savez, ils sont quand même plus malins, plus cultivés, mais qui a sorti devant moi, tous les peuples du monde ont apporté quelque chose, mais essayez de trouver quelque chose que les Marocains ont apporté à la civilisation. Imaginez. Alors moi, je lui ai fait une petite leçon quand même, sur la culture, quand même, comment dirais-je, du Maroc au Moyen-Âge, et j'ai expliqué quand même que c'était beaucoup plus raffiné pour l'époque que la culture des Francs au même moment. Il a fallu que je donne, enfin bon, c'était quand même triste de me retrouver devant quelqu'un qui avait fait des études universitaires, un géographe en l'occurrence, et de voir lui expliquer que bon, toute la civilisation qui s'est développée dans le sud de l'Espagne, on dit la civilisation arabe, je veux bien, mais enfin c'est une civilisation qui vient du Maroc, prenons-nous bien. Ce sont en fait les Marocains qui ont, en partie, il n'y avait pas que les Marocains, mais entendons-nous bien, ils viennent quand même directement du sud, c'était les plus nombreux, qui se sont installés dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, qui ont créé cette civilisation merveilleuse qui est celle qu'on peut encore voir quand on va à l'Alhambra, quand on va à Grenade, quand on va à Séville, quand on va à Cordoue. C'est quand même de la bêtise. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. Parce que l'ignorance conduit à des comportements dangereux sur le plan politique. C'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire. Parce que quand vous êtes cultivé, ça modifie votre argumentation. Vous pouvez dire, mais non, c'est pas vrai. Et ça, ce sera votre rôle en tant que professeur d'histoire, justement, un jour, de dire, voilà, de remettre les pendules à l'heure. Et quand bien même les Marocains n'auraient-ils rien inventé, est-ce une raison pour ne pas leur donner la possibilité d'exercer des droits comme nous? Donc c'est même pas un argument, je dis. Il se fait que, sur le plan culturel, il n'y a rien à dire, au contraire. Mais quand bien même, oui, à partir du moment où on considère qu'un homme vaut un autre homme, par conséquent, je ne vois pas pourquoi il ne disposerait pas des mêmes droits. Donc vous voyez, l'argument culturel doit être mis en arrière devant l'argument éthique. Voilà. Mais vous savez qu'il y a des tas de combats qui continuent dans le monde, je veux dire, à tous les niveaux. C'est pas seulement les femmes, c'est pas seulement les étrangers, il y a les LGBT, donc les lesbiennes, les gays, etc., les transsexuels, etc. À un moment donné, quand même, vous savez, on entend des choses de plus en plus graves. Bon, pour l'instant, j'entends des propos. Enfin, il suffit que vous alliez sur la toile, regarder un petit peu des propos antisémites, arabophobes, etc. Les gens se défoulent comme pas possible. Et vous voyez la montée de l'extrême droite en Europe, c'est quand même dramatique. Donc l'extrême droite, dans ce qu'elle a de raciste, d'attitudes xénophobes, etc. Et c'est partout en Europe, c'est partout. Et quand vous pensez que c'est pas seulement là, c'est également... Le Japon, on n'en parle jamais, quand vous voyez la poussée anti-étrangers, nationalistes, militaristes au Japon pour l'instant, parce qu'on parle toujours de la Russie, de la Turquie, de Trump. Bon, ok, on parle des élections italiennes, on parle de la poussée du parti d'extrême droite en Allemagne, on parle maintenant de Marine Le Pen qui a changé évidemment l'emballage de son parti, mais le contenu est toujours le même, et au contraire, elle a réinsisté dans son discours, ça va encore plus fort, mais il faut peut-être voir ce qui se passe aussi ailleurs. Vous voyez ce qui se passe en Inde. C'est un gouvernement nationaliste hindou au pouvoir qui comment dirais-je, a des attitudes complètement discriminatoires vis-à-vis des musulmans là-bas. C'est terrible ce que vivent certaines communautés musulmanes en Inde, parce que ce sont des hindous nationalistes.
Voilà. Donc le repli identitaire, ça mène vraiment et je dirais à des catastrophes. Donc ben voilà, là vous avez un rôle, quand on dit parfois les profs d'histoire, ça sert à avoir la culture, connaître la liste des rois de France. Mais oui, évidemment, les rois de France, ça sert à rien, mais enfin le cours d'histoire, c'est pas ça. C'est pas de connaître des dates. Enfin, vous le savez, mais enfin il y a beaucoup de gens qui croient que l'histoire c'est connaître des dates et que la géographie c'est de savoir où situent les capitales. Mais oui, mais il y a des gens qui pensent comme ça, mais oui. Voilà. Et donc vous savez très bien que la géographie a quand même un champ d'investigation qui est beaucoup plus large, et l'histoire n'en parlons pas, puisque voilà, j'essaie de vous démontrer le contraire. Bon. Alors, les magistrats maintenant, parce que je m'étais un petit peu éloigné. Alors, les magistrats, par qui sont-ils élus? Eh bien, les magistrats, ils sont élus par les comices, par les assemblées populaires. Et il y a une loi qui est la Lex, il faut que je la retrouve, c'est la Lex Via Analis de 180, sur la première ligne, la Lex Via Analis, qui va donc au début du IIe siècle avant Jésus-Christ fixer le fameux cursus honorum. Le cursus honorum étant la carrière obligée que doivent suivre les magistrats lorsqu'ils veulent monter en grade. Autrement dit, on ne peut pas devenir consul sans être passé préalablement par d'autres magistratures. De la même manière que dans l'armée, si vous voulez, on ne peut pas devenir colonel si avant on n'a pas été commandant et qu'avant on n'a pas été capitaine, lieutenant et encore avant sergent. C'est ça en fait, le cursus honorum. Sauf qu'à l'armée, ça concerne le commandement, tandis qu'ici, il s'agit de compétences différentes. Alors, il y a des conditions. C'est que pour pouvoir accéder aux magistratures, il faut avoir fait un service militaire d'au moins 10 ans. Il faut évidemment avoir élu domicile à Rome. Il faut aussi être de bonne mœurs. Il y a toute une série de personnes qui appartiennent à des groupes qui ne peuvent pas exercer des magistratures. Quand vous appartenez à des groupes sociaux qui ont mauvaise réputation, par exemple. Alors, nous allons voir quelles sont les différentes fonctions des magistrats supérieurs et des magistrats inférieurs. Parce qu'effectivement, à Rome, les magistratures sont regroupées en deux grandes catégories. Les magistrats supérieurs, ce sont d'abord les consuls, ensuite les préteurs et, à des occasions tout à fait exceptionnelles, les dictateurs. Je commence par les consuls. Les consuls sont au nombre de 2. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont au nombre de 2. C'est pour éviter, évidemment, la mainmise par un individu sur l'exercice de sa charge. À partir du moment où il y en a 2, et à partir d'un certain moment, il y aura d'ailleurs un patricien et un plébéien, on voit bien qu'il y a une sorte de compromis à la belge, nous avons l'habitude. Il y en a 2 qui sont censés se surveiller l'un l'autre. Les consuls ont une fonction importante, ils sont commandants de l'armée. Donc ils ne sont pas chefs d'État. Donc on ne peut pas dire qu'un consul c'est le président de la République romaine. On ne peut pas dire ça. Ce serait exagéré. Parce qu'au fond, le vrai président de la République romaine, je vous ai dit, c'est le Sénat
dans sa totalité. C'est l'ensemble de l'Assemblée du Sénat. Ça, c'est le vrai chef de l'État. À côté de ça, il y a les prêteurs. À l'origine, ils sont deux également. Les prêteurs ont une juridiction civile. Autrement dit, ce sont eux qui président les tribunaux et en début de charge, ils produisent, ils publient une sorte de programme qu'ils vont suivre pendant l'exercice de leur charge et qui indique dans quel sens ils vont juger. Ce sont des juges, donc, les prêteurs. D'où l'expression encore qu'on utilise aujourd'hui quand on parle le prétoire. Ben, le prétoire, c'est le tribunal aujourd'hui. Hein, c'est le tribunal. Et vous avez enfin la fonction de dictateur. Alors, le mot dictateur, et j'ai dû vous faire un laïus similaire lorsque je vous ai parlé des tyrans en Grèce. Je ne sais pas si c'est avec vous ou avec les étudiants l'année passée, en tout cas j'ai parlé, je crois en tout cas des tyrans. Il faut faire attention au sens des mots. Hein? Le mot tyran maintenant n'a pas la signification qu'il avait originellement dans la Grèce antique. Aujourd'hui, le mot tyran est un mot qui est fortement connoté péjorativement. On pense à un tyran, ça veut dire quelqu'un qui est plus qu'autoritaire, c'est plus qu'autoritaire. C'est quelqu'un qui, voilà, empêche les gens de respirer, si je puis dire. Je vous avais expliqué que la tyrannie telle qu'elle se développe au VIe siècle avant notre ère, par exemple à Athènes, mais elle s'est développée dans beaucoup d'autres cités, plus tard aussi en Sicile, eh bien en fait c'est une fonction politique qui n'a pas eu à cette époque-là comment dirais-je, le sens péjoratif qu'on lui connaît maintenant, parce que les tyrans ont une fonction très utile dans la mesure où ils ont fait évoluer le système politique athénien d'un système aristocratique à la démocratie, dans la mesure où, sous la tyrannie, à Athènes, au VIe siècle, il y a eu un nivellement des conditions politiques de telle manière que les aristocrates n'ont pas eu plus de pouvoir que le peuple, et ça a préparé le terrain de la réforme démocratique de Clisthène en 508. Ici, un dictateur, c'est quelqu'un qui est appelé, donc c'est quelqu'un qui est appelé, donc c'est pas quelqu'un qui s'impose, entendons-nous bien. C'est quelqu'un qui est appelé par le Sénat pour exercer la magistrature suprême pendant une durée limitée qui est de 6 mois, lorsque la patrie est en danger. Je dis bien lorsque la patrie est en danger. Donc c'est pour une durée limitée. Et lorsque le danger a disparu, le dictateur, il redevient un citoyen comme un autre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les magistratures à Rome, ce sont des magistratures annuelles, collégiales, comme on a pu le voir lorsque nous avons étudié donc, le système institutionnel à Athènes. Alors, annuelles de telle manière qu'on ne s'habitue pas dans une fonction et que l'on crée des clientèles, hein, comme ça peut exister dans notre vie politique. Hein, on est là pour une durée précise. Un an. Il y a toujours collégialité, c'est-à-dire que vous avez toujours un ou plusieurs collègues, comme à Athènes, qui exercent à côté de vous la même fonction. Et vous êtes élu, bien entendu, par la population, par le peuple, par le populus, le populus. Je rappelle que à Rome, populus signifie l'ensemble du peuple indépendamment de la catégorie sociale à laquelle vous appartenez. Alors que le mot plebs, le mot plèbe, est un mot qui concerne un groupe particulier de la population qui est celui qui se définit a contrario par rapport au patriciat.
Vous êtes plébéien quand vous n'êtes pas patricien. Donc à l'origine, ce sont ceux qui ne sont pas propriétaires fonciers. Donc on y trouve essentiellement des artisans, des commerçants. Mais le concept de plebs va évoluer dans le courant de la République au point que les membres les plus riches de la plèbe vont faire partie, vont adhérer à ce groupe des patriciens et vont constituer avec eux une nouvelle noblesse. Et alors, on va parler dès lors, plus tard, au 1er siècle avant notre ère, on va parler d'infima plebs, c'est-à-dire la plèbe la plus basse, infima, la dernière. Maintenant, voyons les magistratures inférieures. Elles sont au nombre de 4. Il y a tout d'abord les censeurs, il y a ensuite les édiles, il y a les questeurs et enfin les tribuns de la plèbe. Je commence par les censeurs. Les censeurs ont une double fonction. Les censeurs, ce sont ceux qui, comme le nom l'indique, recensent la population. Les censeurs, ce sont aussi ceux qui inscrivent dans l'album sénatorial ceux qui sont membres du Sénat ou susceptibles d'en être, mais ils ne sont inscrits qu'à partir du moment, bien entendu, où ils sont sénateurs. Et puis les censeurs ont aussi une fonction morale. En France, chez nous, vous savez, dans l'enseignement secondaire, il y a le préfet, qui est, je dirais, le directeur de l'établissement, et puis, à côté du préfet, vous avez le proviseur, qui s'occupe, entre autres, des questions de discipline, dans nos athénées. En France, le préfet porte le nom de principal, et vous avez celui qui s'occupe de la discipline, il s'appelle le censeur, en France, dans les lycées. Donc les censeurs à Rome s'occupent de vérifier si les citoyens ont de bonnes mœurs. À l'origine, il y en a 2. À côté de ça, il y a les édiles. Les édiles qui étaient 2 aussi à l'origine. On pourrait, il y en a 2 à Rome, on pourrait les comparer à ce qu'en Belgique nous appelons des échevins, ou en France des adjoints au maire. Ils s'occupent de l'approvisionnement de la cité, c'est un rôle essentiel parce qu'on sait que si la cité n'est pas ravitaillée comme il le faut, ça peut conduire à des émeutes urbaines, justement, de la plèbe. Ce sont eux qui s'occupent également du maintien de l'ordre. Ce sont eux qui s'occupent aussi de la sécurité, des incendies, par exemple. Ensuite, il y a troisième magistrature inférieure, il y a les questeurs. Alors les questeurs, eux, s'occupent de tout ce qui est financier, mais eux, ils gèrent, à l'inverse du Sénat qui décide. Les questeurs, eux, ils gèrent les caisses communales, si je puis dire, les caisses de la ville de Rome. Et enfin, il y a les tribuns de la plèbe. Alors là, c'est une fonction qui a été créée dans le cadre d'un rapport de force entre les patriciens et les plébéiens, à l'époque des guerres politiques et sociales entre ces deux classes, au 5e et au 4e siècle avant notre ère. Les tribuns de la plèbe, ils sont en fait un contre-pouvoir. Ils sont un contre-pouvoir. Ils peuvent en fait interdire la publication d'une loi, parce qu'ils l'estiment contraire justement aux intérêts de la plèbe. Et dans ce cas-là, ils proclament devant l'Assemblée un geste qui est assez célèbre. Ils font ce geste-là, ils disent « veto », V-E-T-O, « veto », ça veut dire « j'interdis ». Je refuse que cette loi soit mise en application. Ils ont également pour fonction de protéger les membres de la plèbe qui viendraient porter plainte auprès d'eux.
il dispose d'un droit tout à fait particulier qui est celui de l'inviolabilité de leurs fonctions. Ils sont inviolables, ils sont sacro-saints. C'est d'ailleurs pourquoi on associe souvent la fonction syndicale aujourd'hui à celle de tribun de la plèbe. Sauf que, pour beaucoup de gens, ils s'imaginent que quand vous êtes délégués syndicaux, vous ne pouvez pas être licencié. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous commettez une faute grave dans l'exercice de votre profession, en tant qu'employé, bien entendu, alors ça fait fantasmer évidemment beaucoup de gens d'extrême droite en disant, ou du côté patronal, en disant oui, ils ont trop de protection, on ne peut rien leur faire. Mais il est heureux qu'ils aient quand même le droit, comment dirais-je, de pouvoir exercer leurs fonctions syndicales sans être menacés dans leur emploi parce qu'ils défendent les travailleurs. Ça, c'est un droit, évidemment, qui était obtenu de haute lutte et qu'il faut le garder. Parce que si parce que vous défendez des collègues qui ont des problèmes divers dans l'exercice de leur métier, vous risquez vous-même d'être licencié, là les choses ne vont plus. Mais maintenant, si vous-même, en tant que, non pas en tant que délégué syndical, mais parce que vous êtes aussi ouvrier, aussi employé, là vous faites des choses qui ne sont pas correctes, là effectivement c'est autre chose. Mais il se fait que les patrons peuvent se servir de l'excuse, du prétexte du fait que vous exercez mal votre métier pour vous mettre dehors parce que vous êtes quelqu'un qui prend la parole un petit peu trop facilement et qui est une menace pour l'ordre politique et social, si je puis dire, de la société elle-même. Donc c'est normal qu'il soit particulièrement protégé par le droit du travail. J'en arrive à la conclusion, parce que je crois avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, me semble-t-il. Alors, j'en arrive à la conclusion. Vous avez bien compris ce que l'on entend par institution. Les institutions, ce sont donc, appartiennent plutôt à un système dans chaque civilisation qui formalise des rapports de force entre les classes sociales, et on a vu aujourd'hui que les institutions romaines ont pour fonction de défendre les privilèges les plus riches. C'est ça ce qu'il faut retenir. Même si ce système se veut démocratique, puisque les citoyens ont le droit de vote, ont le droit de s'exprimer, sauf qu'il y a des réserves sur lesquelles je ne vais pas revenir, que j'ai énoncées tout à l'heure. Pour comprendre comment sont nées, comment se sont développées les démocraties dans nos pays, il n'est donc pas superfétatoire, superflu d'étudier les institutions romaines parce qu'elles participent de la genèse, elles participent de l'origine de la société dans laquelle nous vivons. Je vous montre quelques livres. Tout d'abord, de Bernard Lançon, l'État romain, 14 siècles de modèles politiques, chez Armand Collin, dans la collection 128. De Jean Rouget, Les institutions romaines, dans la collection U2, chez Armand Collin. Vous avez une partie du livre qui est en fait un exposé des différentes institutions dans l'histoire romaine, et puis la deuxième partie qui est sans doute plus intéressante pour vous, enfin, futur professeur, ce sont des textes. C'est un recueil de textes, institution par institution, plutôt période institutionnelle par période de l'histoire romaine, qui vous permet d'avoir des documents que vous pouvez utiliser avec vos élèves. De Léon Auneau, Les institutions politiques romaines, c'est un vieux livre mais toujours utile, chez Albin Michel. D'Eugen Letizia,
Zizek, Mentalité et institutions politiques romaines, dans la collection plurielle. Norbert Rouland, Rome, démocratie impossible, point d'interrogation, chez Babel. C'est un ouvrage qui est vraiment un ouvrage très très intéressant. Je vous le recommande vivement. C'est un ouvrage de réflexion fait par un juriste d'ailleurs, à l'origine, sauf erreur de ma part. Donc c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire, vraiment. Alors, un ouvrage de Karl Joachim Hülkeskamp, aux éditions Maison, Reconstruire une république, la Rome antique. Alors là, c'est un essai de haut niveau. Et enfin, de Michel Mellin, L'homme romain des origines au 1er siècle de notre ère. Vous avez tout l'arrière-fond, je dirais, des mentalités, l'arrière-fond religieux qui permet de comprendre dans quel contexte les institutions romaines sont nées et se sont développées. C'est aux éditions Grand.